Et aujourd'hui, nous avons demandé un invité spécial, Deux invités. Michael Copsidas, qui va venir nous parler avec euh, Martin Lacour. Ils vont venir nous parler tous les deux d'un sujet qui est intéressant, d'après nous. Il s'agit de la médiation. Bienvenue pour cette nouvelle édition des Chroniques Melsion pour l'entrepreneur. Chaque semaine, 10h30, le vendredi, on vous fait un petit topo sur des sujets qui nous paraissent importants pour l'entrepreneur. Alors, grosse question, qu'est-ce que la médiation? Quand est-ce que ça s'applique au cas des entrepreneurs? Quelles sont les façons de faire? Comment est-ce qu'on on avance dans cette direction? Qui peut nous y aider? Toutes ces questions que vous vous êtes posées un jour ou l'autre sur la médiation, ou que vous allez vous poser parce que vous ne saviez même pas que la médiation était une solution. Grâce à Mickaël et à Martin, nous allons vous en parler dès maintenant. Alors, Mickaël, qu'est-ce Bonjour que... à tous, et puis merci à Melchior de nous accueillir, Martin et moi, dans cette chronique. On va essayer effectivement de répondre à toutes ces questions sur la médiation, et donc on va vous parler des conflits entre associés. Et on parle d'associés au sens large, c'est-à-dire à la fois les cofondateurs, mais aussi bien sûr d'autres actionnaires opérationnels ou non, avec lesquels il peut y avoir des sujets, et puis évidemment les investisseurs, que ce soit des business angels, des fonds. Voilà, alors malheureusement ce type de conflit est fréquent, surtout chez ceux qui n'ont pas suivi les conseils de Jean-Christophe et Patrick, qui recommandent aux entrepreneurs de rester maîtres de leur destin, en ne s'associant pas et en évitant d'ouvrir leur capital. Mais bon, certains quand même l'ont fait, sont amenés à le faire, et donc ces associations, souvent, à un moment ou à un autre, peuvent provoquer des difficultés. On va déjà se présenter rapidement. Donc moi, je m'appelle Michael Copsidas. J'ai créé ARC il y a bientôt un an, après avoir suivi deux formations de médiateur. Alors pourquoi ARC? C'est l'acronyme de Alternative pour la résolution de conflits. Et j'ai donc voulu appliquer à la médiation, à ce que je connais le mieux et qui me passionne, c'est-à-dire l'entrepreneuriat. Et d'autant plus que les besoins sont importants dans ce domaine-là. Alors, on se distingue des centres de médiation traditionnels de deux façons. Premièrement, la plupart des centres de médiation dits traditionnels sont sur une zone géographique, travaillent beaucoup en présentiel et donc sont sur des départements. Et aussi, du coup, ils sont généralistes, c'est-à-dire qu'ils vont traiter aussi bien des sujets des entreprises, mais aussi de la médiation familiale, de la médiation de proximité, de voisinage, etc. Nous, on a pris le parti d'être vraiment très spécialisé sur ces conflits entre associés. On va dire un peu plus généralement les conflits qui peuvent toucher les entreprises avec des partenaires, éventuellement avec des concurrents. Mais voilà, ce n'est pas le sujet du jour. Euh, effectivement, d'appliquer à la médiation un peu les outils d'aujourd'hui, donc la visio, la signature électronique, ce qui nous permet du coup d'intervenir sur tout le territoire français et au-delà si besoin. Donc, on s'adresse aux entrepreneurs au sens large, c'est les PME, des startups, mais aussi des cabinets d'avocats, de médecins avec lesquels Martin travaille souvent, des professions libérales, aussi des associations, des TPE. Voilà, tout entrepreneur, toute entreprise peut être à un moment donné impliqué dans ce genre de situation. Mais on s'adresse aussi aux prescripteurs qui peuvent prendre l'initiative de faire appel à la médiation. Les prescripteurs, en l'occurrence, ce sont les investisseurs, les fonds d'investissement, ça peut être des incubateurs, ça peut être aussi des avocats, des entrepreneurs ou de leurs actionnaires, et voilà, qui peuvent faire appel à nous lorsque l'un de leurs clients ou l'une de leurs participations rencontre des difficultés de ce type. Alors, même si en théorie, on considère qu'il n'est pas nécessaire de connaître le sujet pour faire une médiation, que c'est un outil un peu universel comme le coaching,
il nous a quand même semblé qu'il était préférable de connaître les enjeux des entrepreneurs, leur fonctionnement. Voilà, quand on parle de pacte d'actionnaires, quand on parle d'une garantie de passif, quand on parle d'un earn-out, etc., c'est quand même mieux quand on est voilà, partie prenante à la médiation de savoir de quoi on parle et de maîtriser ces notions. Voilà, de connaître aussi les enjeux des actionnaires, et que ce soit des sleeping partners ou des investisseurs, on va dire, professionnels. Voilà, et donc c'est mon cas puisque j'ai créé plusieurs entreprises ou cofondé ces entreprises, leguide.com, puis Mille et un Stages et puis aussi EcoGest. Voilà, que je continue à gérer aujourd'hui. Et j'ai participé aussi à plusieurs fonds d'entrepreneurs, à savoir Network Finance, les Entrepreneurs Réunis et SAS Partner. Voilà, donc j'ai un peu les deux casquettes d'entrepreneurs et d'investisseurs qui me permettent voilà, de comprendre les enjeux des uns et des autres. Voilà, et puis j'ai proposé à Martin de faire de la comédiation. Martin, donc, il a, en tant qu'avocat et médiateur, un profil très, très complémentaire, et que je vais laisser se présenter. Merci beaucoup, Michael. Merci pour votre invitation. Donc, moi, je suis Martin Lacour, je suis avocat au barreau de Paris et je suis aussi médiateur. Alors, on ne vient jamais par hasard en réalité aux modes amiables. Hein. Donc, si je me suis formé à la négociation et à la médiation notamment, c'est parce que trop souvent, je vois des situations vraiment compliquées à la fois sur le plan disons des choses qui vont vers le blocage ou la paralysie de l'entreprise, donc contraire à l'intérêt social, et en plus sur le plan humain, très dévastateur parce qu'il y a beaucoup de relations entre les associés qui peuvent, suite à un petit conflit, être complètement détruites. Et c'est la raison pour laquelle moi je me suis formé à la médiation. Je suis aussi, je le mentionne brièvement parce que ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais je suis aussi praticien de processus collaboratif. Le processus collaboratif, c'est un autre mode amiable qui est réservé aux avocats. Je fais aussi de la procédure participative et c'est encore un autre mode amiable, mais la médiation, c'est le mode le plus connu et c'est le mode qui va être le plus adapté dans la plupart des situations dont on va parler aujourd'hui, à savoir les conflits entre associés. Moi, j'interviens en droit des affaires donc pour tous les besoins des entrepreneurs et en propriété intellectuelle, mais j'ai beaucoup de sujets concernant les associations, je veux dire, entre entrepreneurs, évidemment. Donc, tout ce qui est pacte d'associés ou pacte d'actionnaires, ça génère souvent des conflits lorsque c'est mal négocié ou mal rédigé. Et l'idéal, c'est évidemment de pouvoir connaître les solutions à disposition des associés pour essayer d'en sortir par le haut, de faire d'un conflit non pas quelque chose qui va escalader vers le pire et finir par détruire la relation, mais au contraire quelque chose qui va être l'occasion, une opportunité d'essayer de trouver quelque chose, une solution, on aime bien dire gagnant-gagnant, mais en tout cas une solution qui préserve la relation entre les personnes et qui traite véritablement les problèmes sous-jacents en distinguant bien les deux. Est-ce que j'ai été assez complet, Michael? Tu voulais que j'ajoute quelque chose à ce stade ou moi, je trouve, oui. Voilà. Voilà, ensuite, je te passe la parole. Merci. Alors, il y a plein de termes pour décrire ces situations-là. Alors, on parle de tension, de difficultés, de désaccords, de problèmes, on peut parler de différends, de conflits, puis ensuite de crises. Puis encore un petit peu plus tard, plus loin, de litiges, voire de contentieux. Donc, on voit qu'il y a une espèce de graduation dans tout ça. Les termes ne manquent pas, les situations non plus. Et ça pose la question de savoir quand est-ce qu'il faut intervenir idéalement en médiation. Mais ça, on y reviendra tout à l'heure. Il y a aussi les causes qui sont multiples. Alors, ça va de la divergence sur la vision d'entreprise, sa stratégie, les directions qu'il faut prendre. Il y a des sujets de perte de confiance, voilà, des investisseurs vis-à-vis des dirigeants entre eux. Il y a des problèmes relationnels, voilà, de caractère, d'atomes crochus qui peuvent se révéler, des déséquilibres entre fondateurs aussi, des problèmes d'ego. Il y a des désalignements des intérêts, comme le disait à l'instant Martin, des pactes qui n'ont pas été bien conçus au départ ou qui sont plus adaptés à la situation telle qu'elle a évolué.
Il y a aussi des opérations, enfin comment dire, des sujets post-opération de haut de bilan, levée de fonds, fusion, acquisition, qui vont générer des tensions, voire des conflits. Et puis, évidemment, l'entreprise qui se retrouve en difficulté, où là aussi, ça peut créer des divergences d'intérêts, de vision entre les uns et les autres. Voilà, alors, typiquement, nous, on a traité souvent des problèmes de répartition des rôles entre fondateurs, le cas des amis éventuellement qui ont cofondé ensemble une entreprise et qui, l'entreprise évoluant, se retrouve à un moment donné dans des questionnements sur la répartition des rôles, des questions qui ne s'étaient pas forcément posées au départ, vont à un moment donné entraîner la croissance aidant, des nécessités de définir qui prend les décisions, qui est le patron, qui a vraiment la responsabilité ultime de l'entreprise, qui va être au contraire aux manettes du quotidien, et ça n'a pas forcément été prévu. Et puis on a aussi des histoires qui ont démarré un petit peu comme ça, la fleur au fusil, on s'associe à 50-50, et puis après un moment, on se rend compte que les deux n'ont pas le même engagement, la même implication, qu'il y en a un qui est à 200% de son temps et que l'autre, pour X raisons, a d'autres activités, a besoin de gagner de l'argent par ailleurs, alors que l'entreprise ne peut pas encore y subvenir. Et tout ça, ça peut créer des tensions et des complications qu'il faut aider à résoudre. Je ne sais pas si Martin a un autre exemple un peu caractéristique de ce qu'on peut rencontrer. Si on reste sur les pactes d'associés, il y a souvent deux hypothèses. Quand le pacte d'associés n'existe pas, donc là, on va avoir des soucis parce qu'il y en a un qui veut sortir ou il y en a un qui se dit « Ah ben là, ce n'est pas totalement juste mon implication, comment sera valorisée mon implication, etc. » Et puis, les cas où le pacte est mal rédigé, avec, par exemple, de nombreuses clauses abusives. Donc, j'ai en tête notamment un dossier entre pharmaciens qui prévoyait que s'il y en avait un qui sortait dans les 3 premières années, il ressortait avec uniquement son apport, donc ça c'est assez classique, qui lui serait remboursé sur 5 ans, c'est déjà moins classique, et puis un certain nombre d'autres clauses qui faisaient qu'en fait, il avait le droit de rien faire, quoi. Donc, il ne pouvait même plus sortir, il ne pouvait plus, voilà. Donc, il y a des situations comme ça où, évidemment, quand on n'a pas... quand on a tiré un peu trop fort au niveau de la négo au départ parce que ça n'a pas été fait en prenant en compte les intérêts de tout le monde, eh bien, ça peut générer des difficultés. Le conflit étant, et peut-être qu'on aurait pu commencer par ça, le conflit étant en réalité une manifestation d'un problème de communication. C'est-à-dire que les gens entrent en conflit lorsqu'ils n'arrivent plus à communiquer. Donc, on voit que très rapidement, une chose toute bête peut conduire au blocage de la communication et donc à la paralysie de l'entreprise. Et il y a plein de situations possibles, on vous a donné quelques exemples, mais vous en avez sans doute connu beaucoup d'autres aussi. Alors, concrètement, comment ça se déroule, la médiation, comment ça fonctionne? On a d'abord il y a grosso modo 3 phases. La première phase qu'on appelle la prémédiation, qui est assurée par ARC, en l'occurrence, par le centre de médiation. Donc, il y a un premier contact qui est établi à l'initiative soit de l'une des parties, soit d'un des prescripteurs, par exemple un investisseur. Voilà, il y a l'exposition du problème, du différend, et ensuite on va valider la pertinence de la médiation qui ne s'applique pas forcément. Peut-être qu'on est déjà trop loin, peut-être que ça peut se régler autrement avec du coaching d'équipe ou du coaching individuel, ou voilà, simplement, comme le disait Martin, rétablir la communication de manière un peu informelle. Si effectivement il y a matière à médiation, on va contacter là où les autres parties pour leur expliquer de quoi il s'agit et essayer de les convaincre qu'effectivement là, c'est la bonne modalité pour essayer de résoudre le problème. S'il y a plusieurs parties en jeu, mettons 4 associés, on va pouvoir organiser une réunion d'information de manière à permettre à chacun de prendre l'information dont il a besoin, de poser des questions sur la manière dont ça va se passer, etc.
Et puis, une fois que tout le monde, dans la mesure où tout le monde est d'accord, on va faire signer une convention de médiation. Cette convention qui va prévoir effectivement un certain nombre de modalités, le cadre, sur lequel on l'évoquera tout à l'heure, et puis aussi les conditions financières. Voilà, ce n'est que si tout le monde a signé la convention de médiation que la médiation peut réellement démarrer. On a eu le cas où l'un des associés ne voulait pas signer la convention. Il considérait que la parole n'avait pas été respectée, que d'autres engagements n'avaient pas été respectés dans le passé, et que donc il n'apposerait plus sa signature à côté de celle de ses associés. Il s'y refusait. Donc on a malgré tout mené cette médiation, mais sans lui. Voilà, comme il y avait un autre associé qui avait des intérêts alignés, il a pu d'une certaine manière le représenter et la médiation a pu aboutir. Mais bon, voilà, on est dans un cas un petit peu particulier avec un nombre plus important d'associés et l'un d'entre eux qui refusait le principe. Voilà, sinon, de manière plus classique, donc une fois que la convention est signée, la médiation démarre. Et je vais laisser la parole à Martin qui va vous expliquer plus en détail comment ça fonctionne. Alors, on reste sur cette slide-là, hein, Michael. Oui. Pour l'instant, on reste sur cette slide. Donc, dans une médiation, l'idée, nous, c'est qu'en tant que médiateur, on va simplement s'assurer que le cadre est respecté. On n'est pas du tout dans d'autres types de modes amiables, par exemple la conciliation, où le conciliateur, lui, vient avec son avis d'expert, il est en position un petit peu méta, c'est-à-dire au-dessus des personnes, et il leur donne son avis, et les personnes ont le bon goût souvent de devoir se ranger à l'avis du conciliateur. En matière de médiation, ce n'est pas du tout ça l'idée. L'idée, ça va être d'écouter les personnes, et pour ça, on va organiser des réunions qui vont être tantôt plénières, tantôt ce qu'on appelle des apartés, c'est-à-dire avec une seule des personnes. Tout ça, évidemment, est couvert par le cadre qui a été posé dans le contrat, donc tout est confidentiel pour que les gens aient confiance et puissent s'exprimer en toute transparence. Et en fonction des dossiers, on va donc adapter et alterner ces réunions en plénière et en aparté, des entretiens individuels. On va pouvoir aussi, lors des réunions plénières, à chaque fois que ce sera nécessaire, faire de courts apartés pour pouvoir avancer sur un point. Si on voit que quelque chose surgit et qu'il y a quelque chose qui bloque une personne, on va prendre chaque personne à part et on va les entendre rapidement en quelques minutes sur le point qui bloque, éventuellement leur proposer de le mettre de côté en leur promettant qu'on le traitera plus tard pour pouvoir avancer sur le reste. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Au terme de ce calendrier qu'on va fixer progressivement au fur et à mesure des réunions et des besoins des parties, eh bien, on va arriver à l'accord. L'accord, évidemment, ce n'est pas les médiateurs qui sont créateurs de l'accord. Nous, on a une méthode, on est garant du cadre et on a une méthode qui va permettre aux personnes de reprendre leur autonomie et de co-construire leur accord. Donc, l'idée, c'est vraiment que c'est les médiés qui vont co-construire leur accord. Cet accord, il pourra être écrit si nécessaire. Il pourra donc prendre la forme d'un protocole transactionnel. On pourra éventuellement demander l'homologation de cet accord au juge pour qu'il ait une force importante, la force d'une décision et qu'il puisse facilement être exécuté si, pour une raison ou une autre, il n'était pas respecté sur tel ou tel point, donc qu'il puisse faire l'objet d'une exécution forcée. On pourra aussi le réitérer par acte authentique devant notaire, ce qui lui donnerait une force particulière aussi, ou par acte contresigné par avocat, ce qui lui donne aussi une force importante. Mais là, tout dépendra des situations. Dans certains cas, il n'y a même pas besoin de formaliser les choses par écrit. Dans d'autres, c'est beaucoup plus prudent et ça fait partie des besoins exprimés par les personnes. Donc, à chaque fois, on s'adapte. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas le médiateur qui est le rédacteur de l'accord,
puisque nous, au niveau des assurances, nous ne sommes pas des conseils juridiques quand nous intervenons en tant que médiateur. Il est vrai que je suis aussi avocat, mais lorsque je suis médiateur, je ne suis pas médiateur et avocat des parties, je suis simplement le médiateur. Et donc, en aucun cas, nous ne conseillons sur la rédaction de l'accord les personnes, mais lorsque c'est nécessaire, on leur conseille de prendre l'avis de leur avocat ou de leur notaire en fonction des situations pour avoir un avis juridique sur la rédaction finale à donner à cet accord si nécessaire. Quand on, alors ce qu'on peut dire aussi sur, si je reviens sur le déroulement de la médiation, c'est que Michael et moi, on avait déjà pris l'habitude avant le Covid, de toute façon, de travailler beaucoup en visio. Moi, ne serait-ce que parce que je suis avocat au barreau de Paris et que je vis à Marseille, donc de toute façon, je n'avais pas le choix. Mais là, avec la Covid, le déroulement d'une médiation se fait de plus en plus fréquemment en visio. Ça permet aussi d'éviter aux parties des frais de transport, tous les temps qu'on perd à se rendre sur un endroit, etc. Parfois aussi, on peut faire des médiations mixtes où il y a une réunion en présentiel parce que c'est aussi important parfois dans certains cas de se voir. Mais en tout cas, la visio maintenant permet vraiment de faire des super choses en matière de médiation. Est-ce que peut-être tu veux nous parler de la route de FUTAC, Michael, Ah ben, je pour pensais que c'était expliquer un peu toi. plus le détail du processus? Ah, d'accord. Ah, ben, pardon, alors c'est moi, super. Donc, dans les étapes qu'on suit dans le cadre d'une médiation, alors, les médiés n'ont pas du tout à connaître les secrets de cuisine qu'on utilise, mais c'est simplement pour vous donner une idée, pour vous expliquer quand même que nous, on a des méthodes. On va d'abord évidemment s'attacher à la question du quoi, à la situation, au récit de chacun des médiés pour savoir comment il a vécu la situation. Le but n'est absolument pas, on n'est pas dans un procès, on n'est pas en train de plaider, on n'est pas en train d'essayer d'établir la vérité. Le but est simplement de se rendre compte et de permettre aux médiés de se rendre compte qu'un conflit naît toujours d'une différence de perception d'une même situation. Les associés sont tous dans la même situation, mais ils n'ont pas vécu du tout de la même façon. Et leur permettre de faire le récit de la façon dont ils ont vécu les choses, la récit du vécu, des faits, va permettre à chacun de prendre conscience de comment l'autre a vécu les choses. Alors, on a des techniques, peut-être que Michael aura le temps de vous donner des détails là-dessus. On utilise évidemment de l'écoute active, de la reformulation empathique, de la communication non violente. On a plein d'outils, l'accueil des émotions, l'identification des besoins. Michael vous redonnera des détails ensuite là-dessus, mais on utilise ces outils pour que les personnes à la fois se sentent entendues, puisque tant qu'elles ne sont pas entendues, elles ne pourront pas écouter l'autre, et qu'en même temps, elles entendent l'autre parce qu'il va être reformulé par un tiers indépendant, impartial et neutre, qu'est le médiateur. Deuxième étape, on va s'intéresser au pourquoi. Pourquoi vous voulez ça? Pourquoi? On va essayer d'aider les personnes de passer de position, puisque très souvent, les gens arrivent en disant « je veux 100 000 euros, je veux sa tête, je veux ceci, je veux cela ». Mais pourquoi vous voulez 100 000 euros? Pourquoi vous voulez le tuer? Pourquoi vous voulez ceci? Pourquoi vous voulez cela? Surtout que souvent, il faut entendre les choses en creux. Quand quelqu'un vous dit qu'il veut tuer quelqu'un, en général, au contraire, c'est qu'il l'aime tellement qu'il est très, très, voilà, très peiné par la situation. Donc, le pourquoi va permettre de passer de position à des intérêts, ce qu'on appelle les intérêts, besoins, préoccupations, valeurs, moteurs silencieux. Et ça va permettre de s'apercevoir que… Alors pourquoi on fait ça? Parce que ces besoins sont universels et donc ils ne peuvent pas être mis en cause par l'autre. Ils sont entendables puisque si je vous dis je veux un coca, vous pouvez me dire mais Martin, va te faire voir, t'as qu'à prendre je vois pas pourquoi tu voudrais un coca. En revanche, si je vous dis j'ai soif, quand je dis j'ai soif, personne ne peut me dire non Martin, tu n'as pas soif. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller sur des choses qui sont universelles et qui ne sont pas contestables. On va aussi permettre l'expression des émotions avec différentes techniques, notamment la communication assertive ou non violente.
Et enfin, en quatrième étape, on va aller sur envisager des possibilités, des options qui répondent non seulement aux besoins de l'une des parties, mais aux besoins des autres parties aussi. Pourquoi? Parce qu'un accord pérenne, un accord qui est respecté et durable, eh bien, c'est un accord qui répond à la fois aux intérêts des uns et aux intérêts des autres. Donc, il faut progressivement, grâce à tout ce processus, il faut permettre à chacun à la fois de se sentir entendu, mais aussi de se mettre à la place, ne serait-ce qu'un instant de l'autre, pour pouvoir envisager des options qui répondent vraiment aux intérêts de chacun. Et souvent, ce processus permet de trouver des options beaucoup plus intéressantes pour la personne elle-même, alors qu'elle va aussi s'interroger sur les intérêts de l'autre. Et c'est toute la magie de la chose et toute la magie de l'intelligence collective aussi. Et enfin, sur le comment, au stade du comment, on va s'interroger alors sur comment en pratique on peut mettre les options en place qu'on a envisagées, comment on les articule entre elles, est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'ordre public ou pas. Donc, si c'est le cas, éventuellement, il faudra aussi avoir un conseil. Là, le rôle d'un avocat accompagnateur peut être intéressant ou d'un notaire dans certains cas, mais ce n'est qu'au dernier stade, après toute cette phase de créativité, qu'on va envisager sur le plan pratique la formalisation de l'accord. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ça, Michael? Oui, ce qui est vraiment très intéressant, c'est ce à quoi on assiste, j'allais dire presque à chaque fois, c'est la troisième étape qui est cette espèce de point de bascule. Il y a eu beaucoup d'émotions, il y a de la colère, il y a des ressentiments. On a permis d'une part à tout ça de s'exprimer et on a mis en place le cadre favorisant l'écoute par l'autre ou par les autres parties. Et en reformulant et en retirant les termes voilà, trop offensifs, trop chargés, et en revenant à chaque fois vraiment au ressenti, au fait, on met en place les conditions de l'expression, de la communication et de l'écoute qui font qu'à un moment donné, tout ça est retombé et les personnes sont à nouveau en capacité d'imaginer des choses en s'abstrayant je dirais, de leur souffrance, de de leur ressentiment, etc. Et pour se dire, finalement, bah, oui, et si je passais voilà, à temps partiel sur cette entreprise, tout en cédant une partie de mes actions, bah, j'aurais du temps plus pour faire autre chose pour ma famille. Et finalement, ce serait peut-être pas mal du tout d'imaginer ça. Et voilà, et comme ça, chacun va mettre un petit peu au milieu de la table ses envies, ses besoins. Et c'est là où, effectivement, Martin parlait à très juste titre de solutions créatives que jamais, ni un juge, ni un arbitre, ni la poursuite des discussions un peu trop animées n'aurait permis de mettre en place. Sur le cadre, donc effectivement, il y a un cadre qui est assez, il n'est pas formel, mais il est quand même très, très, très précis. Donc, il s'appuie sur l'indépendance, la neutralité et l'impartialité des médiateurs. Donc, l'indépendance, c'est qu'il n'y a pas de lien avec l'une ou l'autre des parties en présence, qu'elle soit de nature financière, morale ou hiérarchique. La neutralité, ça veut dire qu'il n'y a pas d'enjeu sur le fond. Donc, par exemple, si on est dans une médiation entre une association pour l'écologie et une collectivité locale, même si voilà, notre cœur nous pousserait plutôt à défendre la position de l'association, on s'efforce et on est dans cette posture de neutralité qui fait que l'on ne va pas laisser s'exprimer nos propres convictions et voilà, faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Et enfin, l'impartialité, c'est le fait que on ne va pas non plus se laisser entraîner par des affects, par de l'empathie qui pourrait nous entraîner à favoriser l'un plutôt que l'autre, une position contre une autre. Et c'est là aussi l'intérêt d'être en comédiation à deux, puisque si jamais, on est malgré tout des êtres humains, si jamais on pouvait être amené à faire malgré nous pencher la balance d'un côté, l'autre sera là pour l'observer et si nécessaire le rectifier, le contrebalancer ou alerter dessus.
La confidentialité, ça c'est très important. L'engagement, il est pris par tout le monde, c'est-à-dire toutes les parties en présence, les médiés, comme on les appelle, et les médiateurs, et leurs conseils. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas dit, mais il y a pas mal de médiations où sont présents les avocats des parties, éventuellement même un expert qui peut être un expert comptable, un fiscaliste qui va effectivement en temps réel cadrer les discussions sur ce qui est possible ou pas, ce qui est avantageux ou pas. Donc, la confidentialité, elle est dans la mesure où chacune des parties y tient. Si tout le monde est d'accord pour effectivement communiquer au sein de l'entreprise, sur les marchés, etc., évidemment que c'est possible, mais il faut l'accord express de toutes les parties. Donc, sinon, pas d'enregistrement ni de compte-rendu des sessions. Ça revient un petit peu, ça rejoint ce que disait Martin tout à l'heure sur l'écrit est quelque chose de sensible. Il ne faut pas qu'on soit dans des actes juridiques. La médiation n'en relève pas. Il y a une obligation de moyens et pas de résultats. Et enfin, ce qui est intéressant, c'est cette totale liberté qu'a chacun d'entrer en médiation, mais aussi de l'interrompre à tout moment. C'est-à-dire, voilà, je suis mal à l'aise au cours de cette réunion, ça fait remonter trop de choses. Je peux à tout moment dire, j'aimerais qu'on arrête cette réunion, je préfère en sortir, qu'on reprenne éventuellement plus tard. Et liberté également de dire, non, ça mène à rien, on tourne en rond, j'y crois plus, j'y crois pas, et donc je souhaite arrêter cette médiation. C'est important parce que ça facilite l'entrée en médiation que de pouvoir être certain qu'à tout moment, on pourra l'interrompre ou en sortir aussi. Voilà, qu'est-ce qu'on… Je peux ajouter deux choses sur ce point, sur la liberté, Michael. Pour compléter, il y a deux choses importantes sur la liberté. D'abord, les médiateurs sont libres aussi de mettre fin à la médiation à tout moment. Ce qui veut dire qu'il n'est pas question de laisser un associé se servir de la médiation comme de quelque chose de dilatoire. Si on s'aperçoit que la médiation ne mène à rien, c'est nous-mêmes qui allons mettre fin à la médiation. Donc, il y a ça aussi. Et la liberté, c'est aussi la liberté d'accepter ou non l'accord qui est co-construit. C'est-à-dire qu'à tout moment, si on voit que l'accord, finalement, ne va pas être si avantageux que ça ou pas, on est toujours libre d'en sortir. On n'est pas lié par l'accord qu'on est en train de construire en médiation. Et le fait de cette liberté, en fait, c'est justement ça qui fait que dans la plupart des cas, dans la vaste majorité des cas, on aboutit à un accord qui est respecté parce que les personnes sont libres. On leur met pas le couteau sous la gorge. Elles font ce qu'elles veulent. Voilà. Et c'est quand même le secret de la réussite de la médiation. J'allais oublier de parler de la tarification. Donc, elle est sur la base d'un taux horaire de manière assez classique. Il n'y a pas d'intéressement au résultat. Voilà, c'est le temps qu'on y passe. Sachant que c'est une modalité qui est réputée assez rapide pour la résolution des conflits, par comparaison avec des procédures en justice. En général, le coût est réparti à égalité entre les parties. Mais on peut avoir le cas de figure où, par exemple, c'est le fonds d'investissement qui va demander la médiation et qui va la rémunérer. Ou un associé majoritaire qui va accepter de prendre en charge intégralement le coût de la médiation, puisque les associés minoritaires n'ont pas les mêmes enjeux, etc. On sera, nous, à ce moment-là, d'autant plus vigilants sur ces notions, effectivement, d'indépendance pour ne pas évidemment favoriser le payeur. Mais bon, évidemment, c'est une question d'habitude et d'être bien conscient de ce qui se joue. Et voilà, si tout le monde est conscient, ça se passe en général très bien. Voilà. Qu'est-ce que les alternatives à la médiation? Parce qu'il y en a évidemment. Alors, la première, c'est ne rien faire et attendre que les choses s'arrangent toutes seules. Alors, il y a un homme politique sous la 4e République, Henri Queuille, qui avait dit « Il n'est pas de problème dont une absence de solution ne finisse par venir à bout ». Alors, c'est pas faux, et parfois ça marche, mais dans l'intervalle, les difficultés peuvent quand même pénaliser la société, elles peuvent démotiver les équipes, elles peuvent même créer des scissions, des blocs qui vont s'opposer, paralyser l'activité parce que les équipes vont être moins focalisées
sur le cœur de l'activité et plus sur voilà, les bruits de couloir et qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui va se passer, etc. Et puis, dans le pire des cas, ça peut aussi aboutir à la dissolution de l'entreprise puisque voilà, tout se délite à ce moment-là. L'autre alternative, et ça, je vais laisser la parole à Martin, c'est d'aller au contentieux. Alors, sur le contentieux, juste quelques mots. Le contentieux n'est plus du tout, et ça fait déjà des années, mais ça va de mal en pis, n'est plus du tout adapté à la vie des affaires dans beaucoup de cas. Pourquoi? Parce que ça prend un temps fou. Parce que les juges sont débordés et que leurs solutions, alors en plus au tribunal de commerce, vous savez que c'est des juges consulaires, donc ce n'est pas des magistrats, ce n'est pas des juges professionnels. Parfois leurs décisions sont un petit peu compliquées à comprendre et à expliquer aux clients parce qu'il y a un véritable aléa. Les juges le disent d'ailleurs eux-mêmes, souvent ils disent « je ne sais pas dans quel sens je vais trancher cette affaire, avez-vous tenté de vous rapprocher, avez-vous tenté de médier ?» Parce que le juge lui-même, saisi d'une question de droit, ne sait pas comment il va appliquer le droit, ni quelles règles il va appliquer. Donc, il y a un véritable aléa, il y a un coût humain et financier qui est important, il y a le fait que ça prend beaucoup de temps, et ça déjà, si on va sur une première instance, on est quand même souvent sur des choses qui prennent 2 ans. Si on va en appel, on en prend pour encore 2 ans. Et si on va ensuite devant la Cour de cassation et que la Cour de cassation casse, on perd encore 4 ans. Donc, enfin, il n'y a pas de moyenne, malheureusement, tout est possible, mais on peut perdre facilement entre 5 et 10 ans. Et pendant ce temps, il est difficile de faire des opérations de haut de bilan. Il va falloir provisionner les sommes que nos adversaires nous réclament éventuellement. Ça nuit à l'intérêt social, ça peut paralyser la société. Donc, il est clair qu'aller au contentieux, maintenant, c'est la solution, j'ai envie de dire, c'est la solution du pauvre. C'est-à-dire, c'est le pauvre dans le sens celui qui n'a pas de chance, pas le pauvre financièrement, mais celui aussi qui n'a pas l'information ou qui n'est pas forcément bien conseillé par rapport à ça, parce que aller au contentieux, ça va être compliqué. Et surtout, le juge est très limité. Le juge ne peut qu'appliquer la loi. Le juge ne peut rien mettre en place qui va permettre de renouer la relation ou de maintenir la relation sous une autre forme. Bien sûr que la relation après un conflit, elle va évoluer, mais elle peut évoluer positivement. Si un juge intervient, il y a très peu de chances, parce que chacun va camper sur ses positions, que les avocats des uns et des autres vont être obligés de taper de plus en plus fort, qu'on va exagérer. Au lieu de demander 100 000, on va demander 400 000, dans l'espoir d'avoir 100 000. Et on va faire une bataille de positions qui va être humainement désastreuse, dévastatrice. Et au final, la plupart du temps, on s'aperçoit que même celui qui gagne n'est pas satisfait de la solution parce que le juge n'aura pas voulu l'écouter. Moi, mes clients, je leur demande toujours de venir aux audiences, mais souvent, le juge n'a pas envie de les entendre. Qu'est-ce qu'il y a de plus frustrant que de ne pas être entendu? Donc voilà, le contentieux tel qu'il est fait en France, il y a d'autres systèmes, hein. On ne peut pas comparer avec le système anglo-saxon où il y a beaucoup de témoignages, mais en France, vous n'êtes pas entendu. Tout se fait par écrit. Et donc, même dans les procédures dites orales. Et donc, c'est extrêmement frustrant pour les personnes et très dévastateur. Et c'est pour ça qu'on va souvent vers des solutions qui sont en réalité perdant-perdant, voire même perdant-perdant-perdant si on considère qu'en plus, la société, ça lui coûte des sommes astronomiques, les conflits. Et tout ça peut être évité par la mise en place de quelque chose d'amiable qui va tenir compte des intérêts des personnes. Quand on se fâche avec un associé ou quand on se fâche avec un partenaire commercial, on s'est fâché avec quelqu'un qu'on connaît. Donc, il vaut mieux essayer de traiter ce qui n'allait pas, de traiter éventuellement les difficultés qu'il y a eu, plutôt que de se relancer dans une aventure avec quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout. Ça a un coût, ça aussi, de s'associer avec quelqu'un d'autre qu'on ne connaît pas. Il va y avoir plein d'autres imprévus. Donc, il vaut mieux essayer de rectifier, de communiquer sur ce qui n'allait pas, plutôt que de se lancer sur quelque chose de complètement de l'inconnu complet. Voilà. Est-ce que c'est assez complet ou est-ce que tu voulais que je mentionne les autres alternatifs, Michael? Écoute, il y aura peut-être des questions après, hein,
Voilà, on a bientôt terminé parce que je leur tourne aussi. On a posé la question tout à l'heure. Bon, une fois qu'on a dit ça, effectivement, entre ne rien faire, aller au contentieux, ça fait un intervalle assez long et se pose ensuite la question quand est-ce qu'il faut intervenir? Donc là, j'ai envie de dire à la fois le plus tôt possible en amont, mais de l'autre côté, mieux vaut tard que jamais. C'est-à-dire qu'il est possible d'intervenir assez en amont, voilà, l'abcès n'est pas encore crevé. On parle à ce moment-là de médiation préventive. Ça relève peut-être un peu plus même du coaching que de la médiation. Bon, voilà, j'ai aussi cette casquette de coach qui permet d'intervenir de manière, on va dire, plus informelle, sans forcément dérouler tout le processus de la médiation, en essayant de comprendre un petit peu ce qui se passe et voilà, d'abaisser un petit peu les tensions. Mais mieux vaut tard que jamais, comme le disait Martin, une fois que les avocats ont été saisis, une fois qu'il y a la tentation d'aller en justice, la médiation peut toujours soit être choisie par les parties prenantes, soit même prescrite par le juge. Voilà, donc voilà, mais bon, il y a quand même je dirais un momentum idéal qui est celui où effectivement on est en train de passer du différend au conflit. Voilà, c'est à ce moment-là qu'il est bon d'intervenir dans l'idéal. Merci Michael, merci Encore Martin. deux, trois petits mots. Voilà, en conclusion, donc, ce qu'on voulait dire, donc, mais ça résume un peu ce qu'on a dit là, c'est la médiation n'est pas une démarche juridique, mais ce n'est pas non plus du développement personnel. Parfois, les gens peuvent penser que ça ne fait pas de mal de se parler, voilà, libérer la parole, etc. Non, c'est un vrai processus qui est structuré et qui fonctionne, qui est notamment intéressant dans les cas de figure où les personnes ont vocation à rester en relation. C'est pour ça que la médiation familiale marche bien entre, voilà, dans les cas de divorce, les parents, parce qu'il y a des enjeux autour des enfants, mais aussi les frères et sœurs, enfin, tout ce qui est médiation familiale. Donc. Et dans la vie professionnelle, effectivement, des associés, des partenaires qui peuvent, voilà, quand même avoir très largement intérêt à continuer à bien s'entendre. Donc, dans ces cas-là, la médiation est très bien adaptée. Voilà, et puis les avantages principaux, c'est d'économiser du temps, de l'énergie et de l'argent par rapport à une procédure en justice. Et puis, pour finir, c'est efficace puisque ça marche statistiquement à peu près 3 fois sur 4. On obtient voilà, un accord et voilà, comment dire, les bases pour recommencer à fonctionner ensemble. Bon, écoutez, merci parce que c'était vraiment très complet. Alors, il y a un certain nombre de questions qui émergent forcément après votre intervention. D'ailleurs, ça sera bien, je le note, qu'on puisse permettre, Eugénie, lorsqu'on sera dans les notes du live, de permettre aux gens qui sont intéressés de contacter Michael et Martin. Donc, on mettra vos coordonnées dans les notes de la séance YouTube. Mais, première question, l'horizon de temps d'une médiation, c'est quelques semaines, quelques mois. Il y a des exemples de médiation très rapides, des exemples de médiation longue. Dites-nous un petit peu combien de temps ça peut prendre lorsqu'on envisage d'avoir recours à des services de médiation. Alors la première chose qu'il faut se dire, c'est que ce sera toujours plus rapide que d'aller au contentieux. Ça, c'est sûr, on a bien entendu les années. Voilà. Il y a des médiations qui se mettent en place en quelques heures. Il y a quelques semaines, avec Michael, on a mis en place une médiation entre 6 personnes. On l'a mise en place en moins de 24 heures, en 12 heures. Hein. Et on avait une deadline, il fallait qu'ils essayent de trouver un accord d'ici au vendredi soir minuit. On a commencé la médiation le jeudi matin et on a fini le vendredi soir. Si je ne dis pas de bêtises, je parle sous le contrôle de Michael. Voilà, donc il y a des cas où il faut savoir être très réactif. Il y a d'autres cas où, au contraire, il faut laisser le temps aux gens de cheminer. Mais c'est-à-dire que vous payez pour des réunions de médiation, mais entre deux réunions de médiation,
avec tout ce qu'on a mis, les petites graines qu'on germe qu'on plante dans l'esprit des gens, il y a un cheminement qui se fait. Et donc, entre deux réunions de médiation, parfois, c'est intéressant de laisser passer 1 ou 2 semaines parce que les gens vont progressivement cheminer de leur côté, ça va les travailler. Et quand on va les retrouver à la réunion suivante, ils ne seront plus dans le même état d'esprit. Ils seront dans un état d'esprit plus amiable en général et plus autonome aussi. Ils reprendront en main leurs propres décisions. Donc, le calendrier va dépendre des personnes. Ce qui est sûr, c'est qu'on s'adapte, on se met au rythme du plus lent. Sauf si le plus lent fait exprès d'être plus lent. Dans ce cas-là, on lui dit non, non, non. Voilà. Mais c'est pour rassurer parce que parfois les gens me disent oui, mais si l'autre utilise la médiation pour gagner du temps. Non, il n'utilisera pas la médiation pour gagner du temps, mais en revanche, s'il a des motifs légitimes d'avoir besoin d'1 semaine pour réfléchir à telle ou telle chose, on lui donnera. Donc, en général, il n'y a pas de moyenne. Ça peut prendre entre quelques heures et grand maximum 4 mois, 6 mois max. Ça ne peut pas dépasser ça dans les pires situations possibles, quoi, on va dire. Michael, tu voulais… J'aurais envie de dire que 4 à 6 mois, c'est effectivement plutôt des grandes organisations, voilà, dans lesquelles le temps n'est pas le même que celui des entrepreneurs sur des petites boîtes, entre guillemets, ce qui n'a rien de péjoratif. On va essayer de regrouper ça en quelques semaines. Voilà, un mois et demi pour essayer de pas traîner sur le sujet. Et typiquement, c'est combien de réunions? C'est quelque chose entre 5 et 10. Même si le temps se rapproche, il faut à chaque étape quand même que les parties puissent faire. Et j'aime beaucoup votre passage vers le SI qui me rappelle la négociation raisonnée du Harvard Negotiation Project. Mais du coup, il y a un nombre minimum d'interactions pour cristalliser la solution? Non, il y a ce cocktail entre réunion plénière et entretien individuel. Comme le disait Martin, entretien individuel, soit qui sont libres et de symétrie, c'est-à-dire qu'on ne va pas accorder plus de temps à l'un qu'à l'autre. On va essayer d'équilibrer ce temps alloué individuellement chacun. Et en articulant bien ces séances collectives plénières et ces apartés individuels, on a pas mal d'efficacité et je dirais c'est plutôt 1 à 3 ou 4 réunions plénières plutôt que 5 à 10 comme tu avais tendance à l'imaginer, Patrick. Ok. Mais parfois, en 1 ou 2, on arrive au résultat dès lors que effectivement c'est bien articulé avec ces moments 2 à 2. Une question peut-être sur le budget. Pardon, Martin. Oui. Alors, juste pour compléter, parce que vous avez mentionné la négociation raisonnée, bien sûr, la négociation raisonnée de Harvard, William Ury, Roger Fisher, fait partie des outils qu'on utilise en médiation. La différence, c'est que la médiation pose un cadre extrêmement sécurisé, ce qui n'est pas le cas de la négociation raisonnée pris individuellement, isolément. Donc, en médiation, on va poser un cadre de confidentialité, on va poser un cadre avec des règles de communication, et c'est ça la différence. Mais on utilise la négociation raisonnée, bien entendu, en matière de médiation. Pardon, vous aviez une question sur le budget, c'est ça? Oui, j'essaye de, là encore, fixer un petit peu les choses pour les gens qui nous écoutent et puis qui vont revoir cette visio dans quelques mois, dans quelques années. Donc, les choses vont probablement évoluer avec l'inflation. C'est le sujet d'après. Mais est-ce qu'on est dans l'ordre, de toute façon, moins cher, évidemment, que des années de procédure, à l'évidence. Mais c'est quoi? C'est quelques milliers, quelques dizaines de milliers d'euros? Alors, Michael. On va être on va essayer de s'adapter. Ce qui veut dire on va s'adapter à la situation. Est-ce qu'il y a 2 parties ou est-ce qu'il y en a 4, 5, 6? Ce qui va évidemment prendre plus de temps. On va s'adapter aux enjeux. Si on a un enjeu de plusieurs millions d'euros, on peut imaginer qu'il faudra y passer plus de temps qu'un enjeu sur quelques milliers ou dizaines de milliers d'euros. Dans tous les cas, on va être sur un tarif horaire. Donc, évidemment, si on est 2 médiateurs, ce tarif va être doublé. Donc, on va être sur entre 250 et 500 euros de l'heure selon qu'on intervient seul ou à 2.
Mais je dirais qu'on ne va pas jouer le temps. L'idée, c'est pas de faire durer le plaisir, c'est au contraire d'essayer d'avoir quelque chose le plus compact possible. Donc, pour essayer de donner des chiffres, une fois qu'on a dit que entre 1 et 3 réunions, un petit peu d'aparté, une médiation peut être résolue en peut-être une dizaine d'heures consacrées au total, ce qui va représenter un budget, par exemple, de 5 000 euros. La médiation là, qui réunissait, donc si je peux dire, les 6 associés, elle a coûté un peu plus de 7 000 euros. Mais bon, si on divise effectivement par le nombre de protagonistes, ça revenait à peine à plus de 1 000 euros par personne. Vu les enjeux qui étaient supérieurs à 1 million d'euros, le jeu en valait la chandelle très nettement. Parfait. Merci beaucoup pour ces explications. Vous comprenez, vous qui nous écoutez, pourquoi chez Mession Chassagne et compagnie, on favorise la médiation par rapport aux autres modes de résolution de conflits. Pour résumer, c'est à la fois efficace, c'est à la fois peu coûteux, c'est à la fois rapide. Et donc, vous avez tout intérêt à faire un pas de recul quand vous vous trouvez sur le point de rentrer en conflit et à vous dire, est-ce que je n'aurais pas une meilleure solution à trouver un accord qui peut être créatif, un accord qui peut être en tout cas meilleur que le fait de se lancer dans des années de conflit. Il y a des cas qui sont des exceptions dans lesquels, par exemple, eh bien, vous êtes la victime de l'intention de conflit d'un partenaire qui ne souhaite pas honorer ses engagements contractuels, par exemple. Et donc, on peut toujours tenter la médiation, mais si l'autre partie ne le souhaite pas, ben, ça ne fonctionnera pas. Mais peut-être qu'il faut régler quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de régler de cette façon-là. Ma conviction, c'est que le partage, l'échange, la négociation, la médiation sont les outils à utiliser en priorité avant d'aller au conflit. Et dans le même sens, si le conflit est inévitable, alors il faut rentrer dedans avec beaucoup d'intensité. Et c'est ces deux modes-là qui me semblent être le conseil que Mession Chassagne et compagnie va donner aux entrepreneurs, c'est-à-dire éviter le conflit si vous le pouvez, trouver un accord, c'est toujours plus rapide, c'est toujours moins cher. Mais si vous vous trouvez dans des situations de conflit, alors reconnaissez-le, acceptez-le et allez-y franchement. Voilà, et c'est juste l'intermédiaire. On dit je vais demander à mon avocat de déposer une plainte, ça obligera l'autre à venir négocier. Ça, dans notre expérience, et on en a vu des milliers, ça ne fonctionne pas, ça durcit les positions, comme nos experts aujourd'hui nous l'expliquaient.